Maggie! Oh my goodness me! Finalement, est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression que on comprend le haut niveau au Cameroun? Parce que le judo n'est pas un sport professionnel, mais c'est un sport qui possède une filière haut niveau, ou si tu veux, une filière très haut niveau. Ouais. La différence entre le judo qu'on pratique pour être champion de Grand Prix, champion olympique, champion de Grand Chelem, et le judo qu'on pratique pour gagner les Jeux FINASCO ou les Jeux universitaires, il y a un tel gouffre que ça prend une vraie compréhension du haut niveau pour savoir comment est-ce qu'on peut nager dans ces eaux-là. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui qu'on comprend ce que c'est que le haut niveau au Cameroun? Non, il y a... Non, non. Parce que le premier constat, il est simple. Le temps que met l'athlète et l'entraîneur, je commence par là. Quand on parle de haut niveau, l'athlète, le coach, par exemple, accompagne, c'est-à-dire que c'est accompagner. Coaching, c'est accompagner. Et accompagner dans tout, ça prend tout son sens. C'est-à-dire que c'est dans ta vie que ton coach t'accompagne jusqu'à une certaine période. Donc, quand on voit un peu le temps que les entraîneurs mettent avec les athlètes en équipe nationale, on comprend tout de suite que ça ne peut pas donner. C'est compliqué. C'est compliqué. On ne peut pas, on ne bâtit pas la performance sur, juste sur la sueur. La performance se bâtit sur plusieurs choses. Sur plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il faut entretenir la psychologie de l'athlète. Pour ça, il faut que tu sois en contact avec lui. Il faudrait que vous allez vous balader, vous soyez toujours... Il faudrait que tu sois là. Il faudrait que tu sois dans sa vie, présent dans sa vie. Si tu n'es pas dans sa vie, il aura beau être l'homme le plus fort du monde, il y aura toujours ce décalage-là. Il y aura ce décalage. Or, chez nous, on sait ce qui se passe. C'est vrai que l'État triche. Parce que ceux qui sont entraîneurs aujourd'hui, c'est des professeurs d'EPS. Et ils n'ont pas de contrat avec, par exemple, le ministère des Sports. Ils n'ont pas de contrat. Donc, eux, tout ce qu'ils font, ils acceptent, il y a des contreparties, ils acceptent d'être des entraîneurs et ils vont utiliser leur temps comme ils penseront l'utiliser. Donc, il y a ce jeu et ça nous plombe beaucoup parce qu'un entraîneur doit s'investir à fond, puisque c'est son travail, c'est son métier. Tu dois vivre tu vis de ça, de la passion. Moi, j'ai connu un entraîneur. Non, j'en ai connu deux dans ma vie. J'en ai connu deux avec qui le contact était permanent. Un, c'est le coach Ejente. Le contact était permanent. Il m'appelait régulièrement. Il était toujours là. C'est-à-dire que tu veux, tu ne veux pas, il est là. En bien comme en mal, il est là. Et puis, j'ai eu mon entraîneur au centre d'Alger qui était toujours là, collé comme ça. Collé. Donc, de telle sorte que vous pouvez être dans une salle, vous pouvez être 1000 dans une salle. Il te sent. Il va te dire que qu'est-ce qui ne va pas. Je ne te sens pas. Sur le feeling, je ne te sens, je ne sens pas ta présence. Ça compte beaucoup, ça. Au niveau de la performance, il ne faudrait pas qu'on se mente. Ça compte beaucoup. Sinon, on va juste dire que bon, allons participer pour participer. Allons participer. Donc, ton point de vue aujourd'hui, c'est que ce sont les hommes qui manquent ou alors c'est que c'est la structure qui manque? Quel est ton point de vue sur... Là, on parle du Cameroun particulièrement.
il faut réactualiser, comment on dit ça, il y a une mise à jour qui doit être effectuée. Il faut redéfinir déjà le rôle de l'entraîneur. Parce que si les hommes, on peut les changer, ils peuvent acquérir une connaissance, il y a des aptitudes qu'on peut leur donner. Mais si à la base, il n'y a pas cette prise de conscience qu'il faut changer certaines choses, il y a un disque qu'il faut changer. Or, je pense qu'on est resté un peu sur le côté traditionnel de la chose, qui voudrait que l'entraînement de performance se substitue un peu ou ressemble un peu à la relation père-fils, donc à une relation parentale. Or, ce n'est pas ça. Ça doit être beaucoup plus que ça. En termes de qualité, on peut s'améliorer puisque la ressource, elle est humaine. Et les hommes, on peut les améliorer. On peut les améliorer. Mais pour les améliorer, il faut qu'on s'appuie sur quelque chose. Il faudrait qu'on s'appuie sur quelque chose. Il faudrait maintenant qu'on arrive à se dire où on est où et on va où. Et pour qu'on arrive à ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Parce qu'il y a le comportement. Si un entraîneur n'est pas motivé, il ne peut pas coacher un athlète. Ne nous mentons pas. C'est clair, c'est clair. Si tu Mais n'es pas... si je suis ton raisonnement, en étant très attentif, ça veut dire que tu es favorable à ce que si un entraîneur de club Oui, a fait de son enfant un athlète de haut niveau, oui. cet entraîneur de club doit continuer à faire partie de son aventure dans le haut niveau. En principe, ça doit être ça. Parce que naturellement, on ne peut pas s'attendre à ce que le Kantoku, dont l'entraîneur national principal, puisse développer cette relation intime avec tous ses athlètes. Il est supposé être le même avec tous les athlètes. Et généralement, un bassin d'athlètes de haut niveau dans un pays, même si tu les repartis par genre, donc, les hommes et les femmes, c'est pas moins de 200 personnes. On parle de 7 catégories avec 3 ou 4 gars qui sont bons, des fois une dizaine de gars dans chaque catégorie. Donc, ça veut dire il faut que celui qui t'a qualifié pour le haut niveau, dans le même temps, soit qualifié comme un entraîneur de haut niveau parce que c'est celui qui te connaît. Oui, c'est celui qui te connaît. Je vais te prendre un cas simple. On se retrouve dans un groupe. En 2011, on fait Dakar 2011. En 2011, la personne que je trouve proche de moi dans l'expédition de Dakar, c'est Alain Feuzeux, maître Alain Feuzeux, le coach Alain Feuzeux, parce que c'était en 90 et je pense on avait une certaine affinité. Il me disait, on avait déjà, je pense bien qu'il avait plus de contact avec moi qu'avec les autres. Et ça fonctionnait. Et à un moment donné, je lui ai dit ça, que non, il n'y a que toi qui puisses me coacher. Il n'y a que toi qui puisses me coacher. Et quand on m'a demandé mon avis, parce qu'il y a eu une séance comme ça, on a dit, bon, vous devez choisir vos entraîneurs. Vous devez choisir vos... J'ai dit que non, mon entraîneur, c'est Feuzeux Alain. C'est lui qui va me coacher à Dakar. C'est lui. Même étant blessé, c'est lui qui va me coacher. Parce qu'il sait, il le sent, il sait un peu comment. Et puis, il y a eu, toujours en 2015, il y a eu le coach Ediente. Le coach Ediente, qui n'était pas... C'est vrai que je pense que c'est... Il était DTN déjà à l'époque. Oui, il était DTN. C'est la seule... Aux Jeux africains là-bas au Congo. Brazzaville 2015. Brazzaville 2015, je pense que c'est le seul à me coacher. Le seul, parce que les autres, on avait reparti que bon,
le coach Donava tel groupe, Amaine, il va coacher tel groupe. Mais moi, parce que j'avais une certaine affinité avec Agent qui était DTN, qui était DTN, j'ai tenu à ce que ce soit lui. Et ça, c'était devant tout le monde. Pas qu'il n'y avait pas de grosse tête, il fallait ça, que ce soit lui qui soit derrière moi pour me dire, pour me souffler dans les oreilles. Il fallait que ce soit lui. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a une grosse incompréhension entre les coachs des clubs et ceux de l'équipe nationale. Je crois qu'ils n'échangent même pas, ils ne s'entendent. Je pense qu'il y a même un gros problème d'ego. Il n'y a pas d'échange. Je pense qu'il n'y a pas une certaine échange, disons, sincère entre eux. Or, ils devraient beaucoup. Ils devraient beaucoup. Les échanges des informations devraient permettre à certains soit d'améliorer leur encadrement, soit de... Donc, il y a ça, mais il n'y a pas. Il n'y a pas une il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dès qu'on sélectionne, dès qu'on appelle ton athlète, dès qu'il sort du club, c'est fini. Toi, tu t'arrêtes là. Or, c'est une grosse erreur de le penser. C'est une très grosse erreur de le penser comme ça. C'est même une hérésie. Je peux en parler parce que j'ai été entraîneur de club pendant quelques années. Et j'ai été ton entraîneur, ça semble bizarre, mais j'ai été ton entraîneur. Et il n'y a pas le lien que tu dis, qui n'existe pas, c'est clair, c'est vrai. Mais par contre, autre chose qu'il faut noter, qu'il faut avouer, c'est que celui qui est le ciment, qui est le lien entre les deux équipes d'entraîneurs ou les deux pôles d'entraîneurs, c'est le DTN. C'est le DTN qui s'arrange à faire communiquer les deux. Parce que avec les entraîneurs nationaux, il y a une relation hiérarchique, vraiment verticale. Et avec les entraîneurs de club, il y a une relation de coopération. Ce n'est pas une relation hiérarchique qu'il a, c'est une relation de coopération parce que le DTN travaille avec les entraîneurs de club parce que les entraîneurs de club sont ceux qui, pendant l'année, travaillent avec les enfants pendant 10 à 11 mois. Donc, ce sont eux qui, en réalité, sont au moulin, au four et au moulin pour développer les athlètes. Ce sont que le judo des enfants dépend d'eux. Et dans le même temps, le judo des enfants, une fois qu'ils sont rendus en sélection, dépend aussi des entraîneurs nationaux qui, eux, ont un rôle de finition, un rôle d'encadrement. C'est ça qu'on parle plus du terme encadreur national. Entraîneur national, c'est un terme qui, de mon point de vue, est un peu plus grand que ce qu'il signifie en réalité. Parce que tu ne peux pas entraîner vraiment un enfant quand tu travailles lui juste 8 semaines ou 9 semaines par an. C'est pas possible. Son vrai entraîneur, c'est celui du club. Et donc, les DTN ne font pas cette connexion entre les deux communautés. Et finalement, on a donc des situations très cocasses. Je peux le dire parce que je l'ai vécu, où tu as un enfant, tu as deux enfants de deux clubs qui viennent, qui se retrouvent en équipe nationale. Et on décide d'organiser un programme d'athlétisation, un programme de préparation physique, en s'appuyant sur l'athlète le moins bien formé, donc le moins bien préparé. Et très souvent, on crée de la surcharge chez l'athlète qui est le mieux préparé, donc qui vient d'un club qui a une meilleure préparation. Et pourquoi? Parce que très souvent, les entraîneurs n'ont pas l'information. Pendant qu'on croit que celui-ci est encore à la phase de la PPG, dans la préparation générale qu'on doit faire en début de saison, le mec, en fait, est déjà à la PPS. Parce que le mec a intégré dans son club, on a intégré le calendrier de l'athlète. Donc, on a organisé son calendrier. Et 3 semaines avant le tournoi, il est déjà en PPS parce qu'il est supposé être en PPS. Mais il est en stage avec un gars qui vient d'un club qui est un peu plus négligent et où
On n'a même pas abordé la PPG. En fait, le gars, quand on l'appelle, il sort du quartier. Des fois, il sort du quartier, il a fait une semaine au club, il fait le tournoi, un tournoi qui est peut-être un tournoi pseudo-qualificatif, on le sélectionne, et puis c'est là-bas qu'il commence à faire la PPG en équipe nationale. Mais on impose cette PPG à tout le monde. Et donc, on fait régresser celui qui était déjà en phase de PPS. On fait reculer dans son calendrier. Et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'il arrive en étant surchargé en compétition parce qu'on n'a pas tenu compte de sa progression dans la saison. Mais ça, c'est un problème qui vient parce que le DTN n'arrive pas à faire communiquer les deux pôles et que même en voyant le vide qu'il y a, les entraîneurs nationaux n'arrivent pas à se dire « Ok, tu viens de quelque part, il y a forcément quelque chose que tu as fait et j'aimerais savoir où est-ce que tu en es. » Mais je dois aussi être honnête en disant qu'il y a des entraîneurs qui le font. Quand j'étais entraîneur au Panthers, j'aimais être faiseux qui m'appelait, qui me demandait souvent de façon assez schématique ou assez un peu vague, ou du moins sans entrer trop dans les détails, où est-ce que mes athlètes en étaient. Est-ce qu'ils étaient blessés? Est-ce qu'ils étaient en récupération? Est-ce qu'ils ont fait le PPG? Ce genre de questions qu'ils posaient avant peut-être d'organiser, de savoir quoi faire pendant son stage. Mais l'autre réalité est que même en sachant que tu as par exemple un bassin d'athlètes de, disons, tu les as sélectionnés, sont 40, même en sachant qu'ils sont à des niveaux très différents, est-ce que matériellement tu es capable d'organiser des processus d'entraînement personnalisés pour les 40? Pas vraiment. Vous n'êtes que 3 souvent. Non, ça. Vous n'êtes que 3, tu as un staff de 3 personnes avec un médecin qui est souvent assez incompétent, un physio qui est souvent assez incompétent. Comment est-ce que tu fais à 3 semaines d'un tournoi pour harmoniser ou pour organiser des processus individualisés? Et c'est là où on retombe dans la question qu'on se posait tout à l'heure, à savoir est-ce qu'il faut que les entraîneurs de club fassent partie de l'équipe de haut niveau? En étant dans cette configuration-là, c'est possible donc de faire du personnalisé parce que ça serait une continuité de ce qui a été fait en club. Donc ta réponse est simple, c'est que le haut niveau n'est pas compris au Cameroun. Et donc c'est comme si, et ça rejoint un peu ce que je disais lors d'un randonnée avec Serge Abolo. Finalement, on envoie nos enfants à la guerre sans leur donner les dotations minimales. C'est un peu comme si on décidait demain de défendre nos frontières face à nos voisins et on décide d'envoyer nos enfants à la guerre sans rangers, donc sans chaussures, peut-être sans casque. Pour certains même sans munitions, on leur donne leur arme de dotation, mais sans munitions. Et on espère quand même que les gars soient capables de défendre leur zone tactique. On est en train de les envoyer, c'est de la chair à canon. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est de la chair à canon. Je vais te prendre un autre exemple, assez simple, très simple. La ranking list. Tu sais, la ranking list, comme beaucoup les gens savent le voir, c'est un fichier. C'est juste là un classement. Mais la ranking list, ce n'est pas qu'un classement. La ranking list, c'est un document qui permet de ressortir beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations, le nombre de compétitions que chaque athlète a fait, le prix de la compétition, en termes de variation de comment est-ce qu'on dit ça, de changement d'horaire, en termes de comportement, en termes de, sur la base de la ranking list, il y a tellement d'informations qu'on peut ressortir et retravailler. C'est des codes. Tous les chiffres que tu vois sur le classement ranking list là, c'est des codes et il faut les décoder. Il faut décoder tout ça. Donc, la ranking list, le fichier ranking list, c'est un document terrible quand tu sais vraiment l'interpréter. Est-ce que nous, aujourd'hui, on peut se permettre, est-ce que nous, aujourd'hui, comme on dit entre guillemets, entre les pays en voie de développement, est-ce qu'on prend conscience du fait qu'on est capable de dire que, bon,
Voici un bonhomme qui a fait 100 combats. Ma personne, mon athlète en a fait 50. Qu'est-ce que je suis censé faire pour équilibrer les forces? Tu n'as plus besoin d'aller chercher, non. Tu as toutes les informations à ta disposition, toutes les informations à ta disposition. Comment tu les utilises? Ce n'est pas une histoire de muscles, c'est l'intellect. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on se dise, oui, je suis entraîneur, je suis. Mais non, est-ce qu'aujourd'hui, un entraîneur, c'est quoi? Est-ce que c'est le bonhomme qui se place derrière et qui crie, allez, vas-y, monte le bras, monte le... C'est ça être entraîneur? Non, je ne pense pas. Et ça, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux, en club. En club aussi, le comportement. Prétendre au haut niveau, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Combien de nos athlètes savent parler anglais, par exemple? Tu Très vas peu, à la très, très conquête peu. du monde. Oui, quand tu vas à la conquête du monde, tu dois savoir, par exemple, t'exprimer. Ça, c'est un moyen, c'est-à-dire que ne serait-ce que s'exprimer en anglais, c'est un moyen, c'est très bon, hein? Avec le fait de, juste le fait de t'exprimer en anglais, te permet de collecter beaucoup d'informations dans ce monde-là de la compétition. Ah oui, mais bon, c'est autant de choses. C'est pour ça que c'est un très gros, le haut niveau, ce n'est pas seulement le haut niveau, c'est autre chose. Parce que si on part du fait, par exemple, que c'est quoi la compétition? La compétition, c'est un concours où tous les pays, tous ceux qui participent viennent dire que je suis beau, mais ma jeunesse est la meilleure, est la meilleure, est la meilleure. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour que ta jeunesse soit la meilleure? Mais c'est ça la compétition. À partir du moment où maintenant tu dis, qu'est-ce que je donne à ma jeunesse pour qu'elle devienne ceci, ceci, ceci? Qu'est-ce que je donne à ceux qui vont participer, à ceux qui vont participer à ce concours pour qu'ils soient les plus beaux du monde? Qu'est-ce que je fais? Il faudrait qu'ils pensent qu'ils sont les plus beaux. Il faudrait qu'ils vivent et qu'ils sont les plus beaux à travers leur alimentation, leur équipement. Il faudrait il y a tout ça, qu'ils croient, leur foi. La foi est un élément fondamental dans la compétition. La foi. La foi. Souvent, on était là, il y avait des gens qui disaient, oh, prions, mais je disais, mais est-ce que vous êtes convaincu du chemin que vous empruntez? Il ne faudrait pas venir faire des prières alors que vous n'avez même pas foi en vous. C'est dangereux. Ah oui, c'est un jeu dangereux. Parce que si tu ne crois pas en toi, parce que demain, il restera 45 secondes, je vais dire que attaque, tu vas dire que je ne peux pas. Mais pour attaquer, ça résulte de la foi. Mais tu es le premier à dire que les prières, oh, prions, prions, prions. Parce que c'est à un moment donné, c'est devenu la mode à l'équipe nationale. Prions. Il faudrait aussi expliquer aux gens, parce qu'il faudrait aussi leur dire que la foi, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi le haut niveau. Hein. Le haut niveau, on peut le décortiquer sur plusieurs formes. Ça me fait penser à tous ces gars qui ont prié au moment de te rencontrer. Je vais te dire, je vais être franc avec toi. Aujourd'hui, tu as été l'un des plus grands pourvoyeurs de la catégorie des moins de 100 au Cameroun, pour la simple raison que beaucoup sont devenus moins de 100 pour t'éviter. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que ces gars qui t'ont trouvé dans la catégorie, est-ce que tu as l'impression qu'ils ont compris, ils t'ont bien utilisé, ils ont compris l'adversité que tu leur proposais? Est-ce que tu as l'impression que tu as été utile pour eux? Non, ça a été plutôt un gâchis. En fait, il y a eu ce problème, c'est quoi ça? Je pense que beaucoup étaient sur la posture
Du complexe. Du complexe. Parce que un bonhomme qui sait, ah, il va me battre. Je ne peux rien contre lui. Oh, c'est fini. D'autres sont allés même beaucoup plus loin. D'autres sont allés dire que je les envoûtais. Oui, oui. Je pense que j'ai eu à rédiger une plainte que j'ai déposée à la fédération par rapport à cette situation où un individu a dit que pendant qu'il luttait, je priais sur son sac et tout ça, et tout ça, et tout ça. Pendant que moi, j'étais dans ma bulle, je dis, mais si on arrive à ça, ça veut dire que c'est très grave. C'est très grave. Je pense que j'ai dormi avec toi. La plupart des garçons de l'équipe nationale, là, j'ai dormi avec eux. Aucun d'eux n'a jamais fait un cauchemar. D'ailleurs, moi, je n'avais même pas le temps des individus. Mon seul problème, c'est que quand on dormait dans une chambre, cette chambre devait toujours être aérée et propre. C'est ça le principe. Mais quand des gens ont commencé à dire que non, c'est que tu nous utilises, tu pratiques sur nous, quand tu poses tes deux mains, tu absorbes notre force, j'ai dit, ah ça, vous avez ramassé ça quelque part. On vous a mis des asticots dans la tête. Et ça, et ceux qui vous ont mis les asticots dans la tête, c'est des gens qui ont essayé de me comprendre et qui n'ont jamais pu savoir qui je suis en fait. Et c'est ça le problème. Parce que quand on n'arrive pas à cerner une personne, on va créer autour de lui quelque chose qui puisse, pour être accessible, on va essayer de, je sais pas, peut-être de le déshumaniser un peu. Non. Moi, je suis pour. Déjà, le monde du sport, c'est un monde où si tu n'as pas la foi, je vais toujours dire ça aux autres, si tu n'as pas la foi, tu te fais bouffer. Croyez en, il faut accrochez-vous à ce en quoi vous croyez. Vous croyez en quoi? Si vous croyez à Dieu, accrochez-vous à Dieu. Si vous êtes animé, si vous croyez en vos calebasses, accrochez-vous à vos calebasses. Si c'est ça qui peut vous permettre d'être champion du monde, accrochez-vous à ça. Mais l'erreur à ne jamais commettre, c'est de croire que c'est ça qui va vous permettre. Non. On s'assoit sur quoi? Sur un entraînement dur, ardu. La plupart des gars que j'ai rencontrés, beaucoup ne voulaient pas. Parce que j'étais un peu, j'avais un kumikata un peu dur. Quand même quand on se battait, je ne leur donnais aucune chance. Pas un peu dur. Pas un peu dur. C'était solide. C'est dévastateur. Oui, parce que à travers eux, je transmettais aussi le message à d'autres. À travers eux. Et pas seulement aux athlètes. Même à leur encadrement, je leur transmettais. Moi, je n'étais pas le monsieur grande gueule et tout ça. Mais je pouvais te transmettre un message à travers ton athlète. Je vais l'amocher salement pour te faire comprendre que tu es sur la mauvaise voie. Ah oui. Et beaucoup ont refusé la confrontation. Beaucoup ont refusé la confrontation. Beaucoup. Il y a des moments où j'étais déçu, je ne vais pas te dire un peu frustré, mais ça me désolait que voilà des hommes, mais des hommes qui reculent. Moi, j'avais besoin qu'on me fasse douter, j'avais besoin qu'on me fasse reculer dans mes derniers retranchements. J'avais besoin de ça. Mais il n'y en avait pas. Et même ceux, parce que, et même, je me souviens d'une aventure, je suis monté dans une catégorie et le monsieur, après m'avoir balayé, peut-être après 15 minutes, on s'est battu après 15 minutes, je perds ce combat et il se met à jubiler. Je dis, mais attends, c'est pas, ça veut dire que l'heure est grave. Si je suis en 90 et que je me bats avec un moins de 100, mais si le moins de 100 me bat et il jubile, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un gros problème.
il y a un gros problème. Quand je monte te trouver dans ta maison, mais tu dois me casser la gueule à fond. Mais si tu jubiles parce que j'ai peut-être glissé, ça veut dire que l'heure est grave. Et pas n'importe qui, le titulaire de la catégorie. Donc, c'est pour te dire à quel niveau les gars, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas souffrir, ils ne veulent pas s'égratigner, ils ne veulent pas se blesser, ils ne veulent pas la confrontation. Ça me rappelle des situations qu'on a vécues, toi et moi, et qui nous ont, quand on était en équipe nationale, parce que toi et moi, on est des frères d'âme, on a été coéquipiers, puis on a une relation. Attention, on a été coéquipiers. Oui. Tu as été mon entraîneur en étant entraîneur adjoint, puis j'ai été ton entraîneur. C'est assez particulier. Ouais. Et il y a une chose qui nous énervait, toi et moi, quand on était en équipe nationale. C'était des gars qui arrivaient en stage, qui se réservaient. C'était des gars qui, à quelques jours du voyage, parfois même qui étaient des numéros 2, et qui commençaient à se réserver en disant « il ne faut pas que je me blesse ». Et qui finalement te donnaient un entraînement, je vais utiliser un terme un peu dur, mais un entraînement de bas niveau. Et finalement, il t'empêchait de progresser. Je crois que dans le processus de conditionnement psychologique, dans le processus même d'explication du judo de haut niveau, qui est un judo de compétition, on n'a pas expliqué aux gens que le judo compétition, c'est un sport de combat. Et dans un sport de combat, c'est un affrontement entre deux individus. Un affrontement de la personnalité, de l'esprit, un affrontement du physique. Et dans l'affrontement du physique, il faut accepter l'affrontement du physique. Il faut vouloir battre l'autre. Il faut avoir un idéal qui fasse en sorte que l'autre soit le chemin qui te permet de t'améliorer, d'atteindre ton objectif. Et pour ça, il faut accepter d'aller au combat. Il faut accepter d'aller à la bagarre. Il faut se dire que la meilleure façon pour toi de devenir plus fort, c'est de combattre les plus forts et de battre les plus forts. Ça n'existe pas un gars fort qui n'a jamais affronté des gars forts dans l'espoir de battre ces gars forts. Si tu veux être le lion dans la forêt, il faut que tu puisses minimalement battre les singes, les babouins, les hyènes, tous ces autres gars, pour qu'on te considère comme un lion. On peut te permettre de perdre contre le lion alpha, mais tu ne peux pas accepter que les rhinocéros ou les hiboux dans la forêt commencent à te manquer de respect. Tu veux qu'on t'appelle le lion. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué tout au long de ma carrière. Ces gars qui sont en équipe nationale et qui ne comprennent pas que le haut niveau, c'est un domaine qui est carnassier, c'est un domaine qui est où les uns se mangent, les uns mangent les autres. Les uns mangent les autres. Oui, c'est du cannibalisme. Oui, oui, on se mange. C'est pour manger. Oui, c'est du cannibalisme. Moi, j'ai fait des stages où j'arrivais en stage, je vais être franc avec toi, quand j'étais en 66. J'arrivais en stage, le but pour moi, c'était de battre les 60, les 66 et les 73. Je venais pour leur mettre des claques derrière la tête. Je venais pour les dominer. J'avais envie que le matin, quand je me lève, quand on va au restaurant, les gars fument mon regard. Je voulais que les gars rasent les murs quand tu me rencontres à la douche. Si tu n'arrives pas à ça, ça veut dire que tu ne peux pas être de lion dans la forêt. Non, tu peux Il y en pas. a beaucoup qui viennent peut-être tous se balader. Est-ce que tu as l'impression sur le discours dans les clubs? À quel niveau est-ce qu'on a foiré? Nous, on avait un problème, c'était pour l'administration. Le rouage qui dérangeait, c'était administratif, c'était pas sportif. Au niveau de l'administration, au niveau de l'organisation administrative, au niveau de l'information, au niveau du traitement de l'information administrative, ça ne passait pas. Il y avait un gros décalage entre les résultats sportifs et l'exécution des tâches administratives. Il y avait un gros décalage. Ça ne suivait pas. Ça ne suivait pas. Et c'était comme ça. C'était ça le problème. Aujourd'hui, je peux dire que le management
à la fédération. En fait, les rôles se sont inversés. Aujourd'hui, le management que nous, on cherchait, c'est ce management-ci. D'être présent au niveau du traitement de l'information, d'être là tout le temps. Non. Il n'y avait pas. Je me souviens, on devait aller sur Paris. Les invitations sortent en avril. Et les mêmes invitations, on nous les a remis en juillet. Et il fallait aller dans un bureau en ville chez quelqu'un qui avait un ordinateur et la connexion, il allait tirer. Donc, ce n'était pas la fédération. Pour te dire que c'est comme ça. C'est comme ça. Tu sais, le gâchis, moi, je vais te dire, j'ai toujours ce sentiment parce que en 90, peut-être ils n'ont pas pris le temps, peut-être ils n'ont pas pris la peine. 2008, 2012, si on prend l'Olympiade, 2009, 2012. Oui, 2009, 2012. Mais en Afrique, la catégorie la plus forte et la plus forte d'Afrique et du monde, c'était les moins de 90. C'était les moins de 90, avec un médaillé d'argent aux Jeux Olympiques, un médaillé de bronze, médaille de bronze aux Jeux Olympiques. En 90. Amar Beniclef qui était médaille d'argent algérien, oui. Et l'Égyptien qui était médaille de bronze. C'était une catégorie de méchanceté. Dans tout le monde entier, dans tous les continents, il n'y a jamais eu ça. Donc, c'était la catégorie la plus forte et la plus compliquée. Et durant cette période, un bonhomme sort du lot. Parce que durant cette période, je fais 3 finales, or et une de bronze, où je suis même blessé. En 2011, Dakar, j'ai un bras cassé. Je fais bronze. Et Maurice, 2009, Yaoundé, 2010, Agadir, 2012, je fais argent, je perds. Et j'ai perdu sous toutes les formes, au drapeau, au ceci, je ne sais même pas, la médaille d'or. Moi, j'étais... Et c'est parce que peut-être les autres ne m'ont pas vu me battre, ou peut-être parce qu'à l'époque, il n'y avait pas aussi, en termes de vidéo, il n'y avait pas beaucoup. Mais c'était compliqué. C'était très compliqué. Les plumes, tu les laissais. C'était compliqué parce que le bonhomme à cette période-là, c'était compliqué parce que même au niveau de la francophonie, parce qu'au Liban, je fais argent. Mais les bonhommes ont toujours cherché soit à fuir, soit à vouloir dire que non, vraiment, lui là, il est trop fort. Mais il est trop fort comment? Je vais te dire une vérité, je n'allais pas en salle de muscule. Je commence au programme du coach Ediente. Mais on fait ça, mais la personne, parce que j'étais obligé de travailler avec une catégorie approximative. Et la catégorie qui se rapprochait un peu de moi, c'était les moins 200. Oh, tu as un bonhomme comme Moussima qui poussait un fer, c'était autre chose en salle de muscule, c'était autre chose, Moussima. Voilà. Mais je devais le suivre. Dans son élan, je devais le suivre. Je devais le suivre. Au début, c'était difficile. C'était difficile. Moi, j'allais me plaindre chez qui? Quand tu es ensemble, on dit que toi et toi, allez comme ça. Toi et toi, allez-y. Et chaque fois qu'on allait en salle de muscule, c'était toujours Moussima et moi. Parce que les autres lourds, ils n'arrivaient pas en termes de charge, on savait ce que c'était. On avait des lourds qui avaient les max des 60 kilos, on savait. Oui, on savait ça. Et il m'a traîné, Moussima, il m'a traîné, hein. Il m'a traîné longtemps. Mais quand tu es dans un bon processus, tu progresses.
tu progresses. C'est comme ça, je progressais. En serrant les dents, je progresse. À un moment donné, la muscule aussi est devenue, c'était pas, pour moi, c'était quelque chose, mais quelque chose d'ordinaire, quoi. Et quand je posais ma grosse patte sur un individu, je pouvais que le courber. Je pouvais que le courber. C'était ça. Ils ne sont jamais venus me voir pour dire que, bon, grand frère, en termes de prépa, comment tu te prépares même? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais même? Comment? Jamais. Jamais. Tu entends seulement que, oh, celui-là vraiment, soit il est trop fort, soit c'est que, non, c'est sûr que chaque fois qu'il part au nord, là, il passe laver avec tu dis des stupidités, tu restes comme ça, tu dis, mais c'est pas possible ça. La famille a toujours été la ressource principale. Un bonhomme, un individu comme moi, dès que je me sens comprimé, la première chose vers qui je vais me replier, ça sera toujours ma famille. Dans le haut niveau, celui qui ne connaît pas ça, c'est qu'il ne fait pas le haut niveau. La famille, c'est la première chose sur laquelle un athlète s'appuie pour se ressourcer. C'est ce que je faisais. Je voyageais, je faisais des milliers de kilomètres parce que je devais voir ma mère, mon père, mes frères. Cette chaleur-là me reconstituait. Elle me faisait du bien. Mais dès que je rentrais, oh non, tu allais te laver, tu allais te... Oui, je suis allé me laver. Oui. Allez aussi vous laver dans vos villages. Tu vois, il y a des approches comme ça. Quand tu essaies tu vas rire, ben, tu te rends compte que la matière grise, c'est quelque chose qui a, c'est 98% de la compétition, c'est la matière grise. Si tu n'es pas intelligent dans le monde du sport, tu peux pas. Tu peux pas. Faut être honnête, il faut le dire. Et beaucoup là sont passés à côté parce que n'étant pas assez intelligents, entre guillemets, ils ne se posaient pas les questions. Ils ne se posaient pas des bonnes questions. Ils ne se posaient pas des questions. Ils ne se posaient surtout pas de bonnes questions. Or, il faut se poser des questions. Comment je fonctionne? Mon rythme cardiaque? Pourquoi je respire mal? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à travailler à gauche? Pourquoi observer des aptitudes que le haut niveau te permet d'acquérir. C'est pour ça qu'on fait le haut niveau. Le sport, c'est fait pour ça. Observer les autres afin de prendre des bonnes décisions vis-à-vis de soi-même. Pas les on-dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup là qui devaient être les patrons dans la catégorie. Mais elle est vide, la catégorie. J'ai appris qu'il y a un petit Français là. J'ai essayé de le voir, mais il fait ce qu'il est censé faire. Nos gars ont préféré se concentrer sur les gris et les prières de sac au lieu de Depuis se qu'ils font développer comme il fallait. Ils fassent même le vaudou s'ils veulent, mais tant qu'ils ne s'entraînent pas et qu'ils ne s'entraînent pas correctement, le plus souvent en demandant, en posant des questions aux autres aussi, des questions qui vont leur permettre de changer leur mindset. Ils ne peuvent pas, ils ne pourront pas. Ça me fait penser à, parce qu'il y a, dans ta carrière, il y a 3 Dolacem. Il y a le Dolacem du Grand Nord, il y a le Dolacem de Yaoundé jusqu'en 2008-2009. Oui. Et puis il y a le Dolacem après le stage au centre, à Alger. Oui. Je pense qu'après ce stage-là, tu as changé fondamentalement. Oui. J'avais 2 questions que je voulais te poser. Oui. La première, c'est qu'est-ce qui s'est passé au stage? Et la deuxième, c'est est-ce que tu penses que
le moment épiphanique, c'est-à-dire que le moment où tu as été transformé quand tu étais au stage, est-ce que tout le monde peut le vivre? Est-ce que le stage, les centres de haut niveau comme ceux qui avaient à Alger et qui a eu à Budapest dans d'autres coins, ou même en Côte d'Ivoire, je pense à un moment donné, est-ce que tu penses que ces centres-là sont bons pour tout le monde? Ce sont ces deux questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu penses que c'est bon pour tout le monde? Déjà, quand je vais à Alger, je vais avec les mentalités du pays. C'est-à-dire qu'on a un programme de muscule au pays, on sait que la muscule, elle est lourde et tout ça, tout ça. Quand je vais à Alger, je découvre un autre type d'entraînement, une autre approche de la compétition, une autre façon de voir les choses. Et je suis dans un environnement différent de mon environnement habituel. Le plus souvent, ce qui se passe, c'est que quand je suis arrivé, il y a d'abord eu le rejet. J'étais là, mais tout ce qui était nouveau, je n'ai pas accepté. Je me disais, ben, on peut faire, pourquoi est-ce qu'on ne pousse pas à 150 kilos? Pourquoi est-ce qu'on nous fait pousser les charges de 25 kilos pendant une minute? C'est quoi le circuit? C'est vrai qu'on connaissait le circuit training, mais il y avait encore beaucoup plus compliqué que ça. Il a fallu une prise de conscience. Il a fallu que je me place devant un miroir un soir pour me poser la question, que suis-je venu chercher ici? Et il fallait que je réponde à ces questions. Et que suis-je venu chercher ici? Je suis dans un centre. Je suis venu chercher la performance, c'est-à-dire la force. Donc, que suis-je censé faire pour être beaucoup plus fort? Que suis-je censé faire pour être performant? C'était d'absorber, c'était d'avaler, de consommer tout ce qu'on me donnait. Tout ce en quoi j'étais hostile au départ, je devais m'y faire. Ça pouvait être amer, ça pouvait être d'un goût aigre, je devais avaler tout ça. Avaler, accepter tout ça. Quand j'ai pu me mettre dans cette prédisposition-là, les choses ont commencé à changer. Parce que quand tu prends conscience, maintenant, la deuxième étape, c'est que tu es en contact avec les autres. Tu perds des combats, mais tu es déjà dans le processus. Tu es déjà dans le processus. Alger, au début, c'était compliqué. Mais après Alger, pour moi, c'était devenu un jeu. Et un jour, il y a un des responsables du club qui m'a dit que est-ce que les responsables de ta fédération ne peuvent pas te faire changer de centre? Parce que le centre-ci, quand nous on voit, ce centre est petit pour toi. Tu n'as plus ta place ici. Il m'avait dit ça cache. Je suis désolé pour toi, puisque Dédé, tu n'as plus ta place vraiment. Je suis désolé, mais ta place n'est plus ici. Est-ce que tes entraîneurs ne peuvent pas trouver un centre beaucoup plus grand pour que tu partes t'entraîner là-bas? Parce que ici, tu es différent de tous ces autres. De tous ces autres. Donc, le centre, ce n'est pas pour n'importe qui. Ce n'est pas parce que tu fais les performances au pays, de tout ça. Non, le centre, ce n'est pas pour n'importe qui. Pour faire les centres, il faut avoir une autodiscipline rigoureuse. Il faut savoir ce que tu veux. Ton objectif principal, pas de tâtonnement, pas de que je tâtonne, peut-être demain. Non, tu dois être sûr de ce que tu veux. Je veux être champion du monde, je veux être ceci, je veux être cela. C'est pour ça que dans certains pays, on va te dire qu'on se prépare pendant 8 ans, pendant 10 ans. Et le processus de tout ça, c'est la médaille olympique. Ça entre dans ce cadre-là. Une autodiscipline qui te permet d'accéder à l'or, simplement.
Et ce n'est pas accidentel. Ça ne sera, tous ces médaillés d'or là qu'on voit aux Jeux Olympiques, ils ne sont pas médaillés d'or parce que c'est arrivé au hasard. Non, le hasard n'existe pas. C'est un processus. C'est un processus qui va beaucoup plus loin. On programme, on va jusqu'à la programmation même. On te dit que non, à telle période, tu seras médaillé. Tu seras médaillé. Parce que tu as suivi, tu as suivi, tu as suivi. Donc, le centre, ce n'est pas pour les aventuriers. On ne va pas au centre pour manger, boire, faire les voyages et tout. Non, non. Quand tu vas au centre, d'entrée de jeu, tu dois être déterminé. Tu dois savoir ce à quoi tu es exposé. Consciemment. Et face à ça, maintenant, tu pourras t'épanouir sans te poser des questions. Non, naturellement, c'est comme ça. Donc moi, Alger m'a fait un bien fou. Alger m'a fait un bien fou. Alger m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Alger m'a ouvert les yeux. Le fonctionnement physiologique, la gestion du régime, comment aborder ces combats, comment il faut penser dans ta tête. Tout ça, c'est à Alger que j'ai eu ça. L'autodiscipline, l'alcool, est-ce qu'il faut boire? On goûte. À quoi ça sert l'alcool? Pourquoi est-ce qu'il faut s'engager? Le sommeil, tout ça, il faut connaître. Parce que tu as beau t'entraîner, si tu ne dors pas suffisamment, tu vas payer le prix. Tu as beau t'entraîner, si tu t'empoisonnes, parce que l'alcool est un poison aussi, si tu passes aussi ton temps à t'empoisonner, parce que tu estimes que tu es fort, tu vas payer le prix. Tôt ou tard, tu payes toujours. Donc, quand tu es dans cette logique, la performance, les portes de la performance te sont largement ouvertes. Et pas pour une période, pas pour une courte période, pour une longue période, une très longue période. Tu vas faire la performance longtemps, longtemps, longtemps. Et ça m'amène à poser une question que tout le monde se pose. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as mis fin à ta carrière? Non, je n'ai pas mis fin à ma carrière. Pas mis fin à ma carrière. J'ai juste pris du recul par rapport à beaucoup de choses. Mais l'un des événements qui a accentué tout ça, c'est le Covid. Le Covid. Donc, du coup, j'ai dit, bon, il faut que je change un peu d'air. Et puis, bon, et tout ça. Mais je n'ai pas arrêté comme ça parce que je fais toujours les compétitions. Et je ne fais pas des compétitions de performance. Peut-être pas dans d'autres disciplines qui ressemblent un peu au judo, mais qui sont des disciplines où il faut s'exprimer. Le courage, par exemple, dont tu es président de fédération au Cameroun. Le Kazakh Kourès. OK. Mais j'ai eu à faire la compétition de courage l'année surpassée. Cette année, j'ai encore fait la compétition de courage en open. J'ai fait le Kazakh Kourès aussi. Et toutes ces compétitions qui se rapprochent du judo et qui me fait plaisir. Et je fais du MMA underground, je fais du grappling. Et ça me fait plaisir, Okay. ça me procure oui, je fais du grappling, ça me procure un plaisir fou. Les étranglements, les luxations, oui, je n'ai pas arrêté. Donc, je suis toujours le bonhomme qui est sur cette pente-là. Je fais de la muscule, de performance. Il y a des moments où je m'entraîne avec l'équipe nationale ici. Et ils sont toujours curieux parce que je n'affiche pas mes performances. Et je leur fais ça. Oui, souvent, c'est quand tu leur fais quelque chose, ils se rendent compte que mais ça, ce n'est pas un débutant. Parce qu'on va toujours dire que bon, les Africains, c'est un noir. Les Noirs, on sait, c'est la force.
Mais quand tu le fais un schéma technique, il se rend compte que ça, c'est quelqu'un de valeur. Et pas n'importe qui peut faire ça. Et ça m'amuse beaucoup de voir la tête et la gueule que les gars ont quand ils me voient jouer un peu avec eux. Donc, mais je n'ai pas arrêté. Je ne sais pas si je... Il faudrait bien que j'ai bien envie de reprendre. Et donc, mais sur le plan de l'entraînement, il ne faudrait pas que les gens pensent que je dors. Et j'ai envoyé un message à un ami parce qu'il a estimé que l'âge, je lui ai dit que vos histoires de vétérans, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas dans vos histoires de vétérans là. Je fais de la compétition. Si je viens là chez les vétérans, je vais vous tuer seulement parce que moi, je ne fais pas ça. Je ne suis pas encore vieux pour dire que je vais. Donc, pardon, reste avec les choses de vétérans là-bas. Moi, je fais encore la compétition. Donc, je continue de faire la compétition. Moi, je... Et actuellement, tu es où? Parce que tu es où? Tu t'entraînes où? Je suis en Roumanie. Je suis en Roumanie et je m'entraîne dans différents sites. Je peux m'entraîner à Sibiu, je peux m'entraîner à Cluj-Napoca. À Cluj-Napoca, il y a un pôle, le pôle féminin. Ben, il y a aussi des clubs là-bas. Il y a les clubs de MMA, de grappling, tout ça. Ils m'invitent et on se bat souvent pendant des heures et des heures et des heures. On s'amuse bien. C'est du judo, ça reste toujours du judo. En termes d'entretien, je m'entretiens. Donc, je Est-ce suis qu'il y a une inscrit chance que dans les prochains mois, tu viennes? Oui, ça dépend, mais il y a des fortes chances parce que je dois réactualiser toutes mes... J'ai ma carte IDF, j'ai ma licence nationale, donc ça peut arriver. Donc, j'ose simplement croire que les projets que j'ai actuellement ne vont pas bousculer ou ne vont pas étouffer cette, comment on dit quoi, ce comeback-là. Oui. Donc, est-ce qu'on doit t'attendre à un de ces championnats du Cameroun que tu vas venir pour augmenter encore ton... Parce que je crois que tu es déjà proche de la décima. Non, je n'y pense même plus. Je ne sais même plus. Quand on me pose la question, champion du Cameroun, je ne sais pas si je suis champion du Cameroun. Champion du Cameroun, je fais partie de ceux qui ont fait les championnats du Cameroun individuels. Aujourd'hui, je ne compte plus ça. Je compte plus ça. J'ai ma vision des choses est plus vers la médaille olympique, la médaille au championnat du monde, les grands slams. C'est un peu dans cette optique-là que je vois les choses actuellement. Je n'ai plus, comment je vais dire, me retourner. Le championnat du Cameroun, ce n'est plus pour moi ça. Ce n'est plus pour moi. Parce que, à mon âge, on se demande, est-ce que tu peux, oui, je fais de la performance, mais je suis dans un processus scientifique qui me permet de dépasser certaines limites. Parce que quand on va à l'école pour apprendre des vérités. Mais le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est en perpétuel changement. Donc, souvent, les vérités d'hier ne sont pas les vérités d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un individu ne peut pas faire la performance à plus de 40 ans. Si un entraîneur se lève et le dit, c'est qu'il est en tort. Tu comprends? Aujourd'hui, il faut juste comprendre quel est le processus. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui font la performance au-delà de 40 ans? Pourquoi il y a des gens qui arrêtent la compétition en dessous de 30 ans, de 25 ans? C'est un peu cette optique-là. Or, tu as des entraîneurs qui sont restés carrés, butés face au mur et ce qu'ils ont appris, c'est resté là. Donc, ils ne se sont jamais... comment on dit ça? Il n'y a jamais eu de remise en question. Une remise à jour, une réactualisation de leur connaissance. Et ça,
Ça leur bute en fait. Ça, c'est un gros problème. Et je peux te citer aujourd'hui plein d'exemples là. Tu as Roger Mila qui a fait la performance au-delà d'un certain âge. Tu as Françoise, pas Françoise Bango, celle qui a fait le bon. Françoise Etonné. Et Tonde, qui a fait la performance au-delà d'un certain âge. Tu as les Ibrahimovic, le footballeur, Oui. qui a Qui joue toujours. Il joue toujours. Ils sont nombreux là qui ont un certain âge et qui font toujours de la performance. Donc, du coup, on a un discours qu'on tient un peu au pays là pour dire que oh, ils sont vieux, ils ne peuvent plus. Ça, c'est des histoires. Il faut être naïf pour entretenir ce genre de discours. La première chose qu'on recherche chez un individu, c'est la volonté. La volonté. Et la chose qu'il faut dire, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, tu n'as jamais eu de grosses blessures. Non, je n'ai pas eu de blessures. Je n'ai pas eu de bobos. Tu n'es jamais passé sur le billard, tu n'as jamais été opéré. Non. Une fois, on était en stage là avec l'équipe de Georgie. Il y a leur entraîneur qui m'a posé la question pourquoi je n'ai pas les oreilles de chou. Je dis, mais moi, je fais un judo simple. Mon judo, il est simple. Donc, pourquoi j'aurais les oreilles de chou? C'est un peu ça. Donc, tu as des gens qui se posent des questions. Et c'est un peu ça. Donc, dès le départ, j'avais choisi mes armes. Peut-être aussi ma personnalité comme ça. Parce qu'on dit souvent, à travers ta façon de te battre, tu affiches ta personnalité donc, cachée. Donc, bon, des blessures, je n'en ai quasiment pas eu. Non, non. J'ai eu des petites blessures, bon, mais comme ça, là, que sur un coup, on pratique les plus poufs, non. Donc, c'est lointain. C'est lointain. Et pour 2023, est-ce que tu as une ambition pour 2023? Des ambitions? Oui, sportive. Tu as un tournoi que tu as coché dans ton calendrier de cette année? Je voulais faire le Open. Je voulais commencer par le Open. Je voulais commencer, rentrer, voir ma famille, profiter aussi, faire le Open. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais tu es parti, tu. Donc, pour leur dire que je suis là, c'est my comeback, je suis revenu et c'est toujours moi, c'est toujours le monsieur que vous avez connu et en qui vous avez toujours cru. Donc, je souhaite, I hope, je le souhaite vivement, revenir au moins faire le Open de Yaoundé en novembre. On va voir. Parce qu'entre-temps, j'ai des projets, est-ce que ça ne va pas bousculer mon programme? On va voir. Et puis bon, je cours toujours après ce fameux or-là. Ce fameux or des championnats d'Afrique. Donc, bon, maintenant, les catégories. Est-ce que je serai toujours... parce que le problème des catégories, maintenant, il faudrait que j'accepte. Soit je renonce à mon identité de 90, soit je prends une nouvelle identité à la moins de 100. Donc, voilà un peu. Donc, avec mon âge, est-ce que je peux me permettre de perdre 3-4 kilos? Je pense que non, je ne veux plus de ça, quoi. Je ne veux plus entrer dans cette... donc, je crois que je vais opter pour une nouvelle identité. Un nouveau nom, moins de 100. Merci de nous donner l'exclusivité de cette information. Merci beaucoup. Merci. Et ce sera le mot de la fin pour ce randonnée qui a été passionnant. On a fait 2 heures de randonnée. C'est le plus long randonnée qu'on a eu à date. Et j'ai l'impression qu'on est parti pour faire un deuxième randonnée. Dieu donné, crois-moi, je vais te chercher, on doit faire un deuxième randonnée. Je te remercie pour ce que tu es. Je te remercie pour ce que tu as été quand tu étais mon coéquipier, tu as été mon étudiant. J'espère te rencontrer sur les tatamis.
Si tu as du temps, passe au Canada, ma maison t'est ouverte, mon dojo t'est ouvert, tu viens, on s'amuse. Et je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et que tu te portes bien.